Comment ils vont? Cette vidéo ne sera pas facile à regarder. On va parler d'un sujet compliqué. Mes chers amis, j'attendais pour aborder ce sujet, mais je pense que c'est le moment. Faut qu'on parle d'Alpine. Vous l'aurez remarqué, notre équipe de France est dernière au championnat, et forcément ça fait très mal. Et j'ai eu pas mal de messages et de commentaires me demandant pourquoi est-ce qu'il se passe ce qui se passe. Pourquoi Alpine gagne une course en 2021, est la 4e force du plateau en 2022, et se retrouve en fond de peloton en 2024. Pourquoi cette équipe qui portait tant d'espoir est si décevante aujourd'hui? Je comprends vos questionnements. Dans cette vidéo, on va voir pourquoi et comment on en est arrivé là, et on va voir s'il est possible de sortir la tête de l'eau pour Alpine. Allez, on en parle. Vous êtes encore 40% à regarder les vidéos sans être abonné, donc si ce que je fais vous plaît, cliquez sur l'abonnement et le pouce levé, ça aide beaucoup la chaîne. Encore merci à ceux qui sont déjà. Bonne vidéo. Pour bien comprendre pourquoi on parle d'effondrement ou de crise, les mots sont forts. On va retracer un peu ce qui s'est passé. En 2016, Renault revient en F1 après l'avoir quitté dans un contexte très compliqué. Allez voir ma vidéo sur le Crashgate pour comprendre. À l'époque, on revient en tant que constructeur et on continue à vendre des moteurs. En 2016, les voitures pilotées par Kevin Magnussen et Jolyon Palmer font P9 au championnat en marquant 8 petits points. L'année suivante, on change de pilote puisqu'on se retrouve avec Nico Hülkenberg et Jolyon Palmer, qui est remplacé en cours de saison par Carlos Sainz. Et là, on fait P6 avec 57 points marqués. Une progression significative. Notez bien que je vous parle des fluctuations du management en détail dans le prochain chapitre. Passons à 2018, où les choses évoluent encore. Hülkenberg et Sainz sont au volant et ça marche plutôt très bien, puisque l'équipe fait P4 du championnat avec 122 points. La marge avec P3 est significative, mais on est 4, c'est solide. Alors tout n'est pas rose, hein. Renault a des soucis d'image d'un point de vue moteur, notamment à cause de Red Bull. Max fait des commentaires très désobligeants sur le moteur et les relations se tendent tellement que Red Bull décide de les quitter pour bosser avec Honda. Les tensions ne s'arrangent pas quand Cyril Abiteboul chipe Daniel Ricciardo d'ailleurs. Rappelez-vous de cette scène. He needs a driver and an engine. Yeah. Qui a mis la clim, mais bon ça marche. En 2019 ça se corse un peu. La perf n'est pas là, on l'attendait vraiment. Daniel met du temps à se mettre dedans, on n'est pas sur un truc transcendant. Ça fait P5, vu d'ici c'est pas mal, mais à l'époque c'est la première fois qu'on régresse depuis 2016. A noter que c'est la McLaren de Carlos Sainz qui leur prend la P4 avec une avance facile de 54 points. Notez bien qu'en fin de saison, on annonce l'arrivée d'Esteban Ocon dans l'équipe. Puis 2020 et le Covid arrive, avec leur lot de surprises. Une silly season hallucinante commence, le jeu des chaises musicales s'enclenche et Ricciardo annonce quitter l'équipe en fin de saison pour McLaren. Coup dur après une saison, le pilote star de l'équipe ne croit pas au projet. Ça fait mal et c'est déjà un petit couac pour Renault à l'époque. Mais d'un point de vue sportif, la saison se passe bien. Ils se font affreusement avoir par la Mercedes Rose qui s'en sort bien malgré les soupçons de tricherie, profite quand même des déboires de Ferrari, qui est donc pénalisé suite à la trop grande puissance de son moteur en 2019, disons-le comme ça, et ça fait P5 avec 181 points, dont 3 podiums. On garde la même place, on est moins bien qu'en 2018 où on était P4, mais on tape le record de points marqués depuis le retour, et ce en 17 courses. Donc globalement ça va. Fin 2020, Renault annonce renommer son écurie Alpine dans le but d'ouvrir la marque de voitures de sport française à l'international via la F1. En parallèle, on décide de remplacer Daniel Ricciardo par Fernando Alonso. Le début d'année 2021 est marqué par l'arrivée de Laurent Rossi à la tête d'Alpine et surtout par les départs de Cyril Abiteboul et d'Alain Prost. C'est là qu'on se donne les fameux 100 grands prix pour gagner. Cette saison-là, ça va pour Alpine. On fait P5 loin derrière McLaren et proche de la P6 d'AlphaTauri, mais on va chercher une victoire et un podium. On s'en rappelle, la dynamique est bonne et 2022 arrive. En début de saison, Otmar Szafnauer est nommé team principal, donc exit Marcin Budkowski. Les pilotes sont les mêmes et on repart dans une dynamique intéressante. P4 en fin d'année, la croissance repart à la hausse. Mais 2022 est une saison dont on se rappellera pour autre chose. J'ai besoin de vous rappeler ce qui s'est passé avec Alonso et Piastri, ce couac monumental. On se la fait rapidement. À l'été 2022, alors que le management pense avoir tout en main pour gérer l'avenir des pilotes, il découvre au lendemain du Grand Prix de Hongrie qu'Alonso a signé chez Aston, annonce donc Oscar Piastri comme titulaire à sa place qui lui-même décline, avec un tweet mémorable, et se retrouve complètement floué à cause d'une gestion catastrophique de la chose. Au Japon, elle annonce Pierre Gasly, ce qui donne un boost à l'intérêt de l'équipe, le 100% français, etc., tu connais, et c'est en 2023 que les choses se corsent vraiment. Les moteurs ont été gelés en mars 2022 et on se rend vite compte qu'Alpine souffre d'un déficit de puissance, ce qui les met dedans forcément. La saison se passe correctement, disons, au niveau comptable, avec 2 podiums quand même et une relation stable entre les pilotes. P6 au championnat, c'est correct, mais par rapport à cette année, à 2024. En soi, l'équipe s'est fait dépasser par ses adversaires directs, donc Aston Martin et McLaren, et chez les Bleus, on a pris une leçon à tous les niveaux. En juillet, Laurent Rossi est démis de ses fonctions, Otmar Szafnauer et Alan Perman suivent, et c'est Bruno Famin qui prend les rênes. L'équipe française termine difficilement la saison avec une voiture qui est complètement imprévisible, et on enchaîne sur 2024. Le gouffre total. Sur les tests de pré-saison, la voiture montre de vraies faiblesses, et on se rend vite compte qu'elle manque de tout. Elle n'est pas efficace au niveau aéro, elle n'est pas top sur les pneus, et surtout elle est trop lourde. Alors où on se parle, l'équipe française n'a toujours pas marqué de points, elle a même perdu plusieurs membres de son équipe technique qui ont quitté l'équipe après Bahreïn.
Donc pour les nommer Matt Harman, Dirk De Beer et Bob Bell. En fait, on se rend compte qu'au fil des années, toutes ces rivales ont progressé plus vite qu'Alpine. À une époque, ça a été McLaren, puis Aston Martin, puis maintenant AC Williams. Après, honnêtement, quand on voit tout ce qui s'est passé depuis 2016, c'est un peu la recette pour avoir une voiture qui ne marche pas à l'instant T. Vous avez remarqué quelque chose sur le déroulement des événements que je viens de vous faire là? Je pense que c'est clair, on a un management qui fait les montagnes russes. Fred Vasseur quitte l'équipe en 2017 après un an de travail à cause d'une erreur de casting. On perd Red Bull comme client en 2018, même si j'imagine que c'est pas évident de bosser avec eux à l'époque. On perd McLaren aussi en 2020, donc on n'a plus de clients sur le moteur à partir de là. Au moment de l'arrivée de Laurent Rossi, on renouvelle l'équipe de management, donc on sort Cyril Abiteboul qui est suivi par Alain Prost, et on promeut Marcin Budkowski, donc qu'on garde un an et qu'on remplace par Otmar Szafnauer. Otmar, vous connaissez l'histoire. D'ailleurs, pour revenir sur Alain Prost, au moment où il part, il fait des déclats assez choquants. À l'époque, on sent qu'il y a un vrai problème en interne. Donc factuellement, il y a un souci avec la gouvernance d'Alpine, et c'est une des raisons de l'échec de l'écurie sur ces dernières années. On parlait de 100 Grands Prix pour gagner en 2021, excusez-moi, mais on n'en a jamais été aussi loin. Vous m'excuserez, je ne fais qu'observer. Donc, comme je vous l'ai dit, je pense que cette instabilité à la tête de l'équipe est un gros problème. Parce que c'est un des critères de victoire, en fait. Il suffit de regarder le paddock. Regardez depuis combien de temps les directeurs d'écurie sont en exercice. Christian Horner est là depuis 20 ans, Toto Wolff depuis plus de 10, Fred Vasseur est là depuis peu, mais on sent que la structure est saine. Andrea Stella est arrivé l'an dernier, mais Zak Brown fait partie des meubles. Ça semble logique. D'ailleurs, chez Red Bull, par exemple, historiquement, on a essayé de faire durer le personnel. Les gars, Adrian Newey est là depuis 18 ans. À un moment donné, il n'y a pas de fumée sans feu. Donc j'imagine que c'est difficile, c'est même 100% sûr, et je pense que pour gagner, il faut cette stabilité. En vrai, quand on regarde les faits, c'est sûr que la crise managériale globale que cette équipe traverse depuis son retour n'aide pas. D'ailleurs, de la stabilité, il y en a eu plus ou moins. Hein. En 2020, sous Cyril Abiteboul, l'année où on score plus de 180 points, on est dans la continuité du travail effectué depuis 2016. En soi, l'aspect crise, il n'arrive qu'au moment où Renault devient Alpine et qu'on commence à faire le ménage. Perso, je suis convaincu que c'est un gros problème d'avoir perdu Alain Prost. Pour moi, il avait la capacité d'influencer l'équipe en bien comme a pu le faire un Lauda chez Mercedes, et ça représente vraiment une perte. Franchement, quand tu vois ce qui se passe depuis cette période-là, tu vois le couac d'Alonso Piastri, les critiques de Laurent Rossi sur ses équipes au Grand Prix de Miami, la gestion Otmar Szafnauer, ça fait beaucoup. Donc voilà, à partir de là, ça commence à devenir les montagnes russes, et on en arrive aujourd'hui avec cette équipe qui se retrouve en queue de peloton, et qui vacille complètement. On a un peu l'impression que depuis le départ de Cyril Abiteboul, les teams principales sont jugés sur les résultats de leurs prédécesseurs. Dans le cas de Szafnauer par exemple, sachant qu'il arrive début 2022, c'est comme si on l'évaluait sur un an. Après, il y a sûrement des choses qu'on ne sait pas. Bref, cette transition permanente n'aide forcément pas l'équipe. Faut aussi que je vous parle de quelque chose qui a un gros impact sur ce qui se passe. Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, Alpine est organisée d'une manière particulière pour une écurie de F1. C'est-à-dire qu'elle est un constructeur à part entière, donc elle fait toutes ses pièces, mais qu'elle est structurée en deux parties et même en deux pays. Il y a donc Viry-Châtillon qui s'occupe de la partie moteur et Enstone qui s'occupe du châssis. Le moteur est donc fait en région parisienne et le châssis en Angleterre. Notre équipe n'est donc pas française même si elle porte le drapeau, mais bien franco-britannique. Et ça c'est important. C'est même essentiel parce que non seulement ce sont deux équipes qui travaillent sous le sceau d'une même marque, mais ce sont donc aussi deux cultures différentes. Du coup, le challenge de tout management de cette écurie, c'est de faire fonctionner ces deux entités ensemble. Les gars, ne nous racontons pas d'histoire, une grande partie de la réussite de cette équipe est basée sur la relation de travail entre Enstone et Viry. Si la confiance n'est pas là, vous pouvez être sûr que ça ne va pas aller. Donc c'est une faiblesse pour Alpine et il est essentiel de l'adresser, ce qui fait partie du rôle du directeur et du team principal. Il faut qu'il soit capable d'unir ces deux usines pour travailler main dans la main et faire en sorte que l'état d'esprit soit au rendez-vous. Le truc, c'est que je suis pas sûr que l'état de la relation soit au top en ce moment. En fait, les deux usines fonctionnent presque de manière indépendante, et ça, c'est la pire chose qui puisse arriver. Pour démontrer ça, il suffit de reprendre l'anecdote de Bruno Famin qui raconte que quand il est arrivé à Viry, certains parlaient d'Enstone comme un client. Donc comme un châssis client, quoi. Alors que c'est la même équipe. Il y a de quoi vriller. Et du même niveau, même si presque pire encore, à Enstone, certaines voix auraient suggéré de passer sur un moteur Mercedes. C'est vous dire à quel point on est loin de l'union. En vrai, c'est lunaire. Chacun fait les trucs de son côté, on les met ensemble, et forcément ça marche pas. Après, ça peut se comprendre tout ça, hein. Renault a acheté, vendu, racheté, la confiance a sûrement été un peu perdue. Mais bon, faut que ça marche, pas le choix. D'ailleurs, à tout moment, la dernière période où ça fonctionnait encore correctement, c'était avec Lotus et Eric Boulier. Bref, c'est un élément qu'il faut absolument optimiser. Parlons peu, parlons bien, quel avenir pour les Bleus? Parce que là, on prend cher. Hein. Attends, ça fait des années qu'on rêve de voir cette équipe aux avant-postes, on veut voir des victoires françaises, et on s'est roulé dessus littéralement. Du coup, comment est-ce qu'on peut voir l'avenir de cette équipe? Il y a plusieurs façons de le voir. Pour moi, ça peut le faire, mais il faut impérativement se mettre dans une posture stable, avec un management stable et une équipe technique stable. Autant se dire que c'est pas gagné, et bon, faut commencer par ça. On le voit chez les autres, les équipes qui gagnent sont là depuis longtemps. D'un autre côté, il faut arriver à recruter de bons éléments. Là, le souci, c'est qu'aujourd'hui, Alpine n'a pas les moyens d'Aston Martin pour appâter les pointures. Les résultats sont mauvais, elle n'a pas le prestige de certaines de ses rivales, donc pas facile d'être attractif. C'est pour ça que je parle de stabilité sur le long terme.
En vrai, cette saison, il est tout à fait possible que l'équipe ne termine pas au fond du classement. Il est probable qu'elle progresse et marque des points. Mais en vrai, pour moi, il faut se concentrer sur 2026. Là, la voiture a été designée par des ingénieurs qui sont plus là. 2025, c'est demain. Le moteur a un déficit de puissance et il est gelé. Soyons honnêtes, cette année et la prochaine, c'est des saisons où il faut travailler l'état d'esprit et la constance. Enfin, j'imagine. Je me dis que vu la configuration des choses, le mieux ce serait de maximiser ce qu'on fait sur les voitures en marquant des points. Mais là, sachant que 2026 c'est une réglementation moteur et qu'Alpine a le contrôle sur cette variable, surtout que c'est ça qui va faire la différence versus l'aéro, je pense qu'il faut tout mettre là-dessus. Après, il y a eu des rumeurs de rachat, et j'ai beaucoup de mal à imaginer une vente de l'équipe vu la santé financière de la F1. Si vous regardez les investissements qu'il y a eu dans l'équipe l'an dernier, vous comprendrez. Faut pas oublier qu'il y a du business derrière. Qui peut clairement être abîmé par la perf, hein, bien sûr. Si t'es dernier, tu vends sûrement moins de voitures que si t'es premier. Mais voilà, je me dis qu'on est en 2024, 2026 c'est demain, donc sachant que tu peux être dans une bonne position grâce à ton corps de métier, même si en soi t'as un peu raté le moteur 2022, il y a quand même un objectif à avoir et une lumière au bout du tunnel. Après c'est loin, faut être patient, mais il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas si les choses se stabilisent à tous les niveaux. Encore faut-il que ce soit le cas. Pour ceux qui se demandent si Alpine peut faire une McLaren d'ailleurs, perso ça me semble fortement compromis. L'équipe pourra forcément alléger la voiture et la faire progresser, mais McLaren étant stable en interne, je ne pense pas que ce soit possible à ce point-là. On peut aussi croire au modèle Stone, mais ça sera la responsabilité du team principal et de la gouvernance. Vous avez capté que c'est vraiment important. Donc disons que je suis pas pessimiste, mais que je raisonne dans une logique assez long terme. Vous en pensez quoi, vous ? Voilà, merci à tous de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo vous a plu, laissez-moi un pouce bleu, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. N'oubliez pas d'aller voir mes dernières vidéos que vous n'auriez pas vues, dites-moi tout, et on s'abonne. Allez, ciao!